6 octobre 2024. Bienvenue à l'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Alpha Amadou Sy, philosophe de formation écrivain, et maître Cheikh Tidiane Dabo, avocat, conseiller juridique et consultant du cabinet CTT Conseil. Et je vous informe que nous émettons depuis Keur Gorgui nos nouveaux locaux, et nous disons bonjour à tous ceux qui habitent Keur Gorgui, ceux qui nous accueillent ici. Merci à vous. Donc, Alpha Amadou Sy, depuis quelque temps, on a assisté à une sorte de crispation dans la gestion des pouvoirs. On a vu les convocations à la police, Cheikh Yérim Seck, notre confrère, Bougane Gueye Dany, d'autres aussi qui sont déjà en prison, le commissaire Keita, entre Ahmed Suzanne Camara, Diakhaté a fait la prison, à moins de 6 mois de prise de pouvoir. Quelle lecture peut-on faire de ces arrestations et de ces convocations à la police? Merci Alassane Samba Diop. Un grand bonjour à tous qui nous suivent. Un grand bonjour à Maître Dabo, mon co-débatteur. Un grand bonjour à l'équipe qui nous accompagne. Et ndokkale pour vos nouveaux locaux et bonne chance. Merci. Nous sommes dans un contexte de renouveau où, à l'issue de l'élection tumultueuse du 24 mars, on croyait quand même que pour un bon moment, ces questions ne nous reviendraient pas à l'appel. Mais rien que vos références nombreuses attestent d'une situation inquiétante. Je dis que si on a suivi le mouvement depuis ces 3 ans, le mouvement, la dynamique politique au Sénégal, c'est un peu tôt déjà de se trouver confronté à ces questions. C'est comme si il n'y a même pas un moment de répit. Alors qu'on dit qu'il faut accorder au gouvernement un moment de grâce, le gouvernement semble ne pas accorder un moment de grâce aux Sénégalais. C'est à regretter. C'est à regretter, pourquoi? Parce que j'ai insisté sur la question hier lors du lancement de mon livre. Je crois que l'histoire doit nous aider à mieux comprendre les phénomènes et à éviter les perversions. Et surtout ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont vécu une situation tellement douloureuse que si Macky Sall est parti, peut-être c'est moins dû à une carence de son bilan matériel qu'à une mauvaise gouvernance. Et ceux qui gouvernent aujourd'hui en étaient les victimes. Et les Sénégalais ont été sensibles à cela, à tel enseigne que j'ai dit que cette fois-ci aussi, on a eu droit à un dégagisme. Mais enfin, ils se cherchent eux aussi. Nous souhaitons que le bon sens finisse par triompher, parce que toute crise est consubstantielle à la réalité républicaine. Mais la République donne des mécanismes, le dialogue, les institutions, pour sortir de cette crise et ne pas perdurer dans une situation qui a tendance à rendre les Sénégalais pessimistes. Mais heureusement, il y a un mode de décryptation qui s'annonce, même si il faut regretter et insister sur le fait que un gouvernement qui promet de l'emploi ne doit pas en supprimer. Mais on espère qu'avec la décision courageuse du procureur, j'y reviendrai, je crois, dans le débat, c'est important que le procureur soit dans l'esprit républicain et qu'il ne soit pas dans la faillite. Nous reviendrons sur ça. Je rappelle que vous avez dédicacé hier votre livre qui s'appelle Démocratie sénégalaise, la roche tarpéienne, toujours près de l'urne. D'abord, comment lisez-vous justement ces crispations dans les premiers jours de l'alternance? Alors, Alassane, je vous remercie déjà pour cette invitation. J'ai dit tout mon honneur de partager ce plateau justement avec le professeur Sy, sur qui j'ai eu pas mal de très bons retours d'ailleurs. Surtout par rapport à ces anciens élèves qui m'ont dit du bien, vraiment du bien pour ce qu'il a fait pour l'enseignement au Sénégal et l'encadrement effectivement de ces élèves-là. Alors, Alassane, vous avez posé effectivement une question extrêmement importante, parce que nous sommes aujourd'hui dans une alternance. Une alternance où les Sénégalais avaient vécu une situation extrêmement terrible, où on avait effectivement dénoncé certaines arrestations à l'appel, à l'emporte-pièce. Mais je pense que, au regard de ce qui s'est passé depuis quelque temps, on peut essayer de comprendre un contexte. Moi, je suis avocat, j'essaye de ne pas analyser les faits comme quelqu'un d'autre. J'essaie d'analyser les faits
au regard d'un contexte, d'une situation et d'une qualification effectivement des faits. De quoi s'agit-il en réalité? Il y a des personnes, depuis l'avènement du nouveau régime, il y a des personnes effectivement qui étaient dans l'opposition, qui sont dans l'opposition, et qui s'adonnent à une sorte de course de vitesse dans la façon, je dirais, dans l'impertinence en réalité. Parce que finalement, nous avons pensé, moi j'avais pensé que à l'arrivée du nouveau pouvoir, les gens vont se calmer. Mais je vois que finalement, cette crispation est due tout simplement au fait que il y a toujours cette volonté d'en découdre ou avec Sonko, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'acceptent pas finalement l'avènement de Sonko au pouvoir. Moi c'est cette analyse. Quand vous regardez toujours, et quand il était dans l'opposition, ce sont les mêmes personnes qui, en réalité, lui envoyaient des insultes, en tout cas toutes sortes d'ignominies qu'on ne peut pas entendre. Vous comprenez? Ce sont ces mêmes personnes qui sont là. Et ce sont les mêmes personnes que l'on voit et qui, aujourd'hui, ont maille à faire, effectivement, avec la justice. Maille à partir avec la justice. Mais, le problème, c'est que quand on a arrêté ces gens-là, on ne les a pas arrêtés comme ça ex nihilo. On les a arrêtés sur la qualification des faits. C'est-à-dire qu'il y a des faits qui ont eu lieu, on les a arrêtés, et ce qu'on doit saluer, c'est-à-dire que par rapport à ce qui se passait avant, in fine, ces gens ont été libérés. Parce que lorsque vous arrêtez quelqu'un, c'est au regard des faits. Vous êtes obligé de l'entendre sur des faits. À l'issue des faits, à l'issue de son audition, celui qui a l'opportunité de poursuite, qui est le procureur de la République, s'il juge que, tenez, bon, ces faits ne méritent pas en réalité une poursuite, je classe le dossier sans suite. À la limite, moi, ce que j'aurais préféré, justement pour éviter ce genre de situation, c'est qu'on doit privilégier l'hypothèse du rappel à la loi comme ce qui existe en France. C'est-à-dire que dans des situations comme ça, effectivement, on sait que l'infraction peut être constituée, l'infraction est en train d'être constituée, et l'infraction est constituée, ce qu'on fait, c'est qu'on peut vous convoquer, on vous met en audition, vous pouvez être placé en garde à vue, on vous convoque devant le procureur de la République après, le délégué du procureur, et ce qui se passe, c'est qu'on vous fait un rappel à la loi. On vous dit, attention, vous avez un peu dépassé les limites. La loi a dit, dans des situations comme ça, voilà ce qu'il faut faire, et voilà les conséquences, voilà les peines. Cette fois-ci, on va passer l'éponge. Mais la prochaine fois, vous risquez quand même d'être sanctionné. Et je pense que peut-être on est dans cette démarche avec le procureur de la République, même si au niveau de la loi sénégalaise, je pense que peut-être le rappel à la loi, si on ne l'a pas écrit de façon tout à fait, je dirais, ostensible, mais intérieurement, la pratique, en tout cas, du nouveau procureur de la République, ressemble effectivement à cela. Alors, on va y arriver, hein, je pense qu'au cours du débat. Pourquoi moi j'essaye de comprendre ces arrestations, mais finalement, on arrête des personnes, mais on les libère. Et c'est ça qui est important. Je pense qu'il faut voir la finalité de ces arrestations. Est-ce que c'est tout simplement pour aller les envoyer en prison, comme ce qu'on voyait, ou bien c'est tout simplement c'est pour les auditionner, les entendre sur des faits, sur des propos qu'ils ont tenus, et à partir de ce moment-là, si les propos ne méritent pas effectivement une sanction, eh bien on les relâche. Je crois que sur ça, pour le moment, moi, en tout cas, je n'ai pas d'objection, entre guillemets, à faire par rapport à ces arrestations pour le moment. Oui, vous disiez dans votre livre que le Sénégal est dans une démocratie, la roche tarpéenne. Est-ce que vous êtes en train de revivre ça, les arrestations, tous les pouvoirs qui viennent dans les premiers moments, c'est des arrestations. On a vu Macky Sall ce qu'il a fait. Il a arrêté beaucoup de gens, a mis beaucoup de gens en prison. Abdoulaye Wade idem, Abdou Diouf le faisait. Est-ce qu'on n'est pas toujours en train de reprendre, de faire la même chose? Je me rappelle que pour ce service rendu à la nation,
Quand Abdoulaye Wade est venu au pouvoir, il a convoqué Mamles Camara, paix à son âme, pour des choses légères à la digue. Tout le monde était étonné, quoi. Donc Maître Dabo, il y a cette répétition du même. Et si vous dites a priori que ceux qui parlent sont contre Sonko, ça pose un problème. Dans la mesure où vous ne jugez pas, vous ne qualifiez pas l'acte, mais vous nommez l'intention. Et je crois que ce n'est pas bon dans l'analyse. Il faut partir du fait que l'opinion nationale dit, mais ni, ils font ce que les autres faisaient. Et quand il y a une différence, on la souligne, on dit attention, ils ont été libérés très tôt. Mais la rupture serait pertinente. Si, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on avait vu le procureur faire ce que vous appelez l'appel à l'ordre. On dit attention, ils sont matures, ils ont tiré les leçons. Mais s'ils ont les mêmes processus, pour peut-être à un moment sortir de ce qui se faisait, ça pose un problème. Le problème, c'est la lecture. Vous savez ce qu'un gouvernement, ce dont il a besoin, c'est la mise en confiance. Moi, je crois qu'il est illusoire de dire que dans ici et maintenant, on va voir les conséquences de la République. Ça, j'y reviendrai. Mais il y a des actes qu'on pose dans la gestion de comportement de certaines personnes. Mais si vous dites, vous faites du mal à Sonko, c'est comme si on est dans le faillon. Non. Je dis c'est comme si. Non, mais vous avez commencé par ça. Non, mais je vais m'expliquer par rapport à ça. Je vais terminer. Voilà, j'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est éviter. Évidemment, il y a des acteurs de la vie politique. Il faut éviter de personnifier le débat politique, je crois. Maintenant, je crois que ce qui est intéressant et sur lequel nous sommes d'accord, c'est que ce changement que vous avez noté. Non, pas noté, que vous avez suggéré, ça, le rappel à l'autre. Si aujourd'hui, on avait commencé par, on dit, attention, peut-être que les gens, ils ont mal agi, mais vraiment la culture, c'est quoi? C'est qu'il y a eu rappel à l'autre. Mais heureusement qu'ils se sont rattrapés. Maintenant, la question, est-ce qu'on va s'arrêter là ou non? Mais nous interrogeons l'opinion. Celle-ci pense qu'on assiste à un retour du même. Même si, comme je le dis, heureusement, il y a des signes d'apaisement. Oui, mais professeur, moi je pense qu'il ne faut pas quand même qu'on se mette des airs comme ça au niveau des yeux pour ne pas voir la réalité. Sociologiquement, comme vous le dites, il y a une répétition des faits. Mais sauf que cette fois-ci, moi, en tout cas, quand j'essaye d'analyser la situation sociale, surtout par rapport à ces gens qui ont été interpellés, j'ai une lecture. La lecture, c'est que c'est toujours les mêmes. Et c'est toujours les mêmes qui ont eu des problèmes avec l'actuel Premier ministre. Et donc, à partir de ce moment-là, j'en tire une conséquence comme quoi, mais ça va pas finir, ça. Ce sont toujours les mêmes. Mais est-ce que ce n'est pas les conséquences de la personnalisation du débat politique? Non, mais justement, au Sénégal. Mais au Sénégal, Ousmane Sonko aussi, qui a été dans l'opposition, il personnalisait le débat. Mais en fait là, je peux comprendre cela. C'est-à-dire que moi j'ai suivi effectivement comme vous tout ce qui s'est passé, la trajectoire, et j'ai beaucoup écrit sur ça, mais moi j'écris sur les principes. Quand quelque chose ne va pas, moi je dis sur les principes, voilà ce qu'il faut faire. On essaie d'apporter une solution au problème. Alors, vous dites effectivement, on a personnifié, personnalisé le débat politique. On parle plus de personnes que d'idées. Et puis à la limite, il y a même des gens qui déifient le débat en disant que celui-là c'est notre Dieu ou ainsi de suite. Mais est-ce que cela justifie un certain comportement? Est-ce que cela justifie c'est-à-dire ce qui n'est pas notre culture, à savoir les insultes, les insanités que l'on s'envoie par-ci par-là, est-ce que cela justifie qu'on ne puisse plus respecter l'ordre? Et moi, c'est mon problème. C'est-à-dire que je suis des débats un peu partout, que ce soit en Occident, que ce soit en Asie, mais ce qui se passe ici, en termes d'insolence, d'impertinence, mais c'est extraordinaire. Alors, on veut une société, on veut un changement, mais un changement dans les mentalités, et moi je pense qu'il faut un retour à la source. La source de notre éducation ici au Sénégal, c'est un respect, mais surtout, je dirais, de la candeur dans les propos. Il faut savoir utiliser les termes. Il y a des gens,
devant une personnalité, il faut savoir parler à une personnalité. C'est vrai que ce qui s'est passé avec les gens disent oui, mais c'est peut-être M. Sonko l'avait fait avec M. Macky Sall, mais j'ai dit il faut pas, justement c'est là où il faut faire attention, parce qu'on ne doit pas recommencer les mêmes faits, parce qu'on était dans un contexte extrêmement difficile pour celui-là, pour M. Sonko, qui était qu'il était dans une situation où on l'accusait de quelque chose d'abominable. Et mettez-vous à sa place, et tout un chacun, chaque individu qui se met à sa place, comment il aurait réagi avec ses armes. Il s'est battu avec ses armes pour faire face à cela, parce que sinon, c'est sûr, il était bon pour l'abattoir. Mais est-ce que de façon globale, on n'assiste pas à une dégradation de la qualité des débats politiques au Sénégal et des hommes politiques qui le portent? Oui, mais la preuve, c'est que depuis 10 minutes, on ne parle que de personnes en réalité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, Maître Dabo, Oui. Vous avez été très pertinent en disant que les mêmes personnes font le même comportement. Mais je voudrais même qu'on dise, voyez bien, ils font le même comportement, mais le nouveau pouvoir, lui, a une autre démarche. Mais si on leur administre le même comportement que celui qui a été administré à Sonko, il n'y a pas de changement. Donc je dis que, et je comprends, et même à la limite, les règles sont telles que si je prends l'article 80, ou si je prends ce qu'on appelle offense au chef de l'État, c'est tellement Vaste que quelqu'un qui veut être emprisonné, il peut provoquer, on l'amène en prison. Et vous avez raison, moi je suis partisan de l'ordre républicain, de la discipline républicaine. Mais le problème donc qui se pose, c'est que quand quelqu'un agit mal, il ne faut pas le laisser agir mal. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est de voir que dans la manière de traiter cette action, il y a du nouveau. Mais justement, voilà. Moi ce que je cherche, c'est quelle est ma quête. Mais il y a du nouveau, professeur. Il y a du nouveau. Allez-y. Ma quête, c'est de dire, ni la gars d'effort, mais voilà, vous avez vu comment lui il fonctionne. Il a changé les règles du jeu. C'est à ça que je m'attends. Et je suis persuadé que quand les Sénégalais réagissent, c'est pas que l'indiscipline prévale, que le désordre prévale, mais ils veulent un traitement judicieux. Et d'ailleurs même, vous avez donné une solution. Vous avez dit, dans le cas d'espèce, on aurait pu ou on aurait dû faire rappel à l'autre. Il l'aurait fait, on dit attention, vraiment les choses ont changé. Et pour dire que les Sénégalais sont objectifs, quand le procureur a pris la bonne résolution, tous les journaux ont dit apaisement. Donc, ne cherche pas la petite bête. Non, mais professeur, c'est là où moi je pense qu'on doit quand même voir le renouveau. Le renouveau dans l'appréhension des faits, c'est-à-dire que finalement, les faits, même qualifiés pénalement, n'ont pas mérité finalement une sanction. C'est-à-dire qu'il y a eu une garde à vue. Ensuite, après, il y a eu effectivement des libérations pures et simples. C'est-à-dire que sans suite, classement sans suite. Et c'est ça qui est aujourd'hui à saluer. C'est extrêmement important. Il y a quand même d'autres qui sont en prison pour le même fait. Mais attention. Ils ne sont pas libérés. Le commissaire Keita est en prison pour avoir dit qu'il y aurait une de bisbis en Oui, mais justement parce que... Suzanne Camara est là-bas en portant les mêmes propos que d'autres ont portés. Ils sont en prison encore. Mais moi j'ai entendu ces propos et j'aimerais pas du tout y revenir sur ces propos-là. Mais c'est quand même extraordinaire. Est-ce que c'est responsable? Ma question, c'est de savoir pourquoi il y a une dégradation des débats politiques au Sénégal. Mais pourquoi les hommes politiques au Sénégal aujourd'hui ont pris cette qualité? Mais c'est ça qu'on n'arrive pas. Est-ce que peut-être c'est à cause de, je ne sais pas, de cette volonté de vouloir se faire voir. Parce que pour se faire voir, il faut être impertinent, il faut insulter. Parce que moi je pense que aujourd'hui ils sont dans ça, cette quête de visibilité. Et pour moi, ça va nous causer, si on y fait pas garde, ça va créer des problèmes encore par rapport à ça. Parce qu'il faut apporter des limites à cela. Et moi je trouve que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je termine sur ça, le rappel à la loi, effectivement, c'est une solution, mais aussi, en matière, par exemple, de diffamation, d'injures, tout ça, il y a l'aspect civil. C'est-à-dire que, par exemple, en France, on privilégie l'aspect civil.
Vous comprenez? Les amendes. Les amendes. C'est-à-dire que vous pouvez assigner la personne parce que vous avez estimé que, par exemple, la personne vous a diffamé, vous l'assignez au civil. Il y a une chambre spécialisée, par exemple, à Paris, 17e, qui est spécialisée dans ça. C'est-à-dire qu'on a dépassionné effectivement le débat politique pour l'amener sur le terrain civil, sauf cas exceptionnel, parce que la diffamation existe aussi sur le plan politique. Mais ce cas purement exceptionnel, même il y a eu des journalistes, attention, par exemple Pierre Péa, qui a eu ce genre de problème avec son livre qu'il avait sorti sur Mitterrand. Et donc, mais est-ce que c'est pas dû quelque part au fait que les partis politiques ont échoué dans leur formation? Parce qu'avant, il y avait quand même des écoles de formation des partis politiques, ceux qui parlaient avaient de quoi dire. On a l'impression que c'est le désert, il n'y a pas de formation, il n'y a rien de tout. On se rassemble dans une salle, chacun dit comme il veut, comme il veut avec les réseaux sociaux, chacun dit ce qu'il veut. Oui, non, je crois que c'est plus profond que ça. C'est pas un échec l'espace politique, des partis politiques. l'espace du pouvoir est devenu le seul espace d'enrichissement. Non, c'est ça. Regardez ceux qui s'enrichissent. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que la culture s'est développée. Donc, les batailles pour l'avoir. Tous les moyens sont bons pour être cooptés par le pouvoir. On a vu déjà écrit des articles incendiaires. Dès qu'on les appelle, ils ne parlent plus. Et la presse devient un moyen où on se fait voir, où on se fait réintégrer dans l'espace politique. Mais ces gens qui agissent comme ça, ils oublient un principe fondamental qu'on retrouve chez Montesquieu. Il dit le civisme, c'est la préférence de l'intérêt général par rapport à l'intérêt particulier, qui est une chose, ajoute-t-il, difficile. Or, qu'est-ce qui se passe dans l'espace du pouvoir? En un clin d'œil, Alpha qui n'avait rien, a des voitures, et on dit donc il y a du faux. Finalement, celui qui travaille, le paysan, le docteur, l'ingénieur, il est laissé en rade. C'est la course contre la montre. Regarde le cas le plus patent, c'est le cas de la transhumance. Vous insultez Maître Dabo, il vous prend, vous dites, vous faites son éloge, il vous exclut, vous recommencez, vous allez avec Alassane pour l'insulter. Cette éthique-là, ça pose un problème. Mais c'est pas que nous nous réunir, mais c'est la quête facile de gain. Est-ce que c'est pas l'échec des partis politiques qui devaient faire la formation, les écoles de formation, les écoles de partis qui c'est la conséquence, on n'a pas le temps de former parce que les gens sont pressés. Et à l'époque, pour revenir un peu à ce que dit Alassane, quoi qu'on pense du Parti socialiste, le Parti socialiste avait une école du parti. Dans la gauche, il y avait des cercles qui ont formé les individus. Mais aujourd'hui, et d'ailleurs, je vais même plus loin, Senghor cooptait des personnes. Mais il cooptait deux catégories de personnes. Celle qui est diplômée ou celle qui a un long passé dans la gauche et qui a la culture de la mobilisation des masses. Là, il était utile. Mais aujourd'hui, tu prends Maître Dabo, il n'a jamais fait de politique, tu le hisses à un niveau extraordinaire. Pourquoi? Parce que Wayou Dioula. Donc, au lieu de chercher à apprendre, et c'est ça que disait Karl Liebknecht, étudier, propager, organiser. Aujourd'hui, on n'a pas de militants. La preuve d'ailleurs, regardez tous ces partis. Il n'y a que des clients. Pour vous confirmer, regardez tous ces partis. Il y a une image qui est bouleversante. Prenez les deux départs. Le départ de Macky Sall et le départ de Abdoulaye Wade. Est-ce que vous avez vu auprès d'eux, quand ils quittaient le pouvoir, un seul militant du noyau original de leur parti? Ils sont tous partis. En temps, on a coopté peut-être des personnes qui étaient plus habilitées à faire sa promotion. Mais la preuve, ce que j'ai appelé hier dans mon intervention, la seconde phagie, c'est des partis qui n'ont jamais de second, parce que les seconds sont bouffés, parce qu'ils sont soupçonnés de regarder, là il ne faut pas regarder, c'est-à-dire le fauteuil présidentiel. Mais à ce niveau alors, il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien. Mais même la société civile, elle souffre moins d'éducation. C'est comme si elle avait comme préoccupation que de rester dans le débat politique. Finalement, pourquoi les gens sont esselés? Il y a une rupture de plus en plus profonde entre la société et la classe politique. Et il y a un paradoxe. C'est au moment le plus fort où le Sénégal s'était mobilisé pour les droits de l'homme pour sauvegarder certains acquis, mais que le pouvoir avait eu à augmenter à un niveau vertigineux les denrées de première nécessité, qui n'en parlait personne. On a augmenté le riz, et c'est à ce moment précis qu'on a eu effectivement à voir le Tchèboudjen labellisé, mais malheureusement, où il était labellisé, on n'avait plus de djel. Il n'y avait pas de poisson.
C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai. si les partis politiques avaient pensé au panier de la ménagère, avaient pensé à la médecine, au docteur, mais les questions qu'elles posent, c'est quoi? Le fichier, parrainage, C'est ministre de toujours- l'Intérieur, mais là, le citoyen lambda, il se passe à son problème. Son problème, c'est mon rêve, mon fadou. Oui. Justement, ça nous permet d'aborder la question des licenciements qu'on a constaté depuis quelque temps. La dernière information, c'est concerne les Prodac, où 40 personnes ont été licenciées. Le ministre Birame Souleye a justifié aujourd'hui le licenciement dans son ministère. Il y a le port, il y a la LONASE, entre autres. Les jeunes attendaient quand même que ce pouvoir-là crée de l'emploi. Et on a assisté aussi à une recrudescence de l'immigration clandestine. Comment peut-on comprendre cette situation? Oui. Alassane, moi, je pense qu'il faut d'abord faire l'état des lieux. Et c'est que ce que le pouvoir a fait, on arrive. On ne peut pas continuer en trompant les Sénégalais sur la réalité des faits. Parce que quand vous arrivez dans un ministère, vous voyez effectivement les contrats, il y a des non-dits. On sait, nous sommes tous Sénégalais, nous savons ce qui se passe dans les ministères. Il y a des gens qui sont embauchés pour ne rien faire. C'est clair. C'est la réalité. Tout à fait. Alors, vous êtes confronté à un problème budgétaire où vous avez des finances publiques qui sont aujourd'hui à l'agonie au regard de ce qui nous a été dit. Mais vous voyez des emplois, à la limite, je ne dis pas des emplois fictifs, peut-être ils le sont, mais vous devez prendre vos responsabilités et essayer de régler ces problèmes-là. À la limite, je me dis, est-ce que ces emplois-là qu'on a éliminés, est-ce qu'en réalité, ce sont des personnes physiques qui étaient là et qui travaillaient? Et c'est ça le problème. Donc, moi, sur ce plan-là, j'ai dit que peut-être l'État est dans un rôle de mettre de l'ordre, justement, dans de pareilles situations. Et je prendrai peut-être l'exemple, même dans les pays les plus riches, que ce soit en France, par exemple, quand il y a des problèmes budgétaires, vous avez entendu ces derniers temps, il va y avoir des coupes au niveau du budget et au niveau de l'emploi des fonctionnaires. Il va y avoir des départs, ce qu'on appelle les départs encouragés. Mais sauf qu'en France, il y a une communication qui est faite il y a une communication, par le gouvernement, qui parle de population, qui explique. Les gens ne se réveillent pas, ils voient seulement les choses se passer. C'est vrai. Il y a une préparation, l'opinion dans ces gens de choses. Justement, parce que moi je pense que c'est là où le rôle du médiateur est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre certaines décisions, parce que ce sont ce qu'on appelle des décisions sociales. On ne peut pas les prendre de façon tranchée. Il faut y mettre de l'humanisme, et beaucoup d'humanité, parce que ça touche des familles. Et à partir de ce moment, il faut y aller par gradation, graduellement, pour expliquer à la population, bon voilà ce que nous avons vu au niveau de l'emploi, voilà ce qui va se passer. On va essayer aujourd'hui de rectifier le tir en proposant ça et ça et ça. On ne va pas licencier peut-être tout le monde, peut-être on va les mettre de côté pour essayer de mettre de l'ordre et pouvoir effectivement les réaffecter ailleurs pour ce que j'appelle les travails physiques, ce qui existe réellement. Parce que quand même, il y a beaucoup de fictifs dans ce que les gens disent là. Parce que moi, j'ai suivi un tout petit peu les gens du pouvoir, mais je me demande, effectivement, je me suis dit, mais c'est vrai, ils vont élaguer des emplois, mais à mon avis, ça doit être des emplois qui ont été créés, effectivement, où les gens percevaient des salaires alors qu'ils n'allaient pas au travail. Oui, il y a des emplois publics, Oui. il y a aussi privés. Les chantiers ont été arrêtés un peu partout. Le BTB, l'État lui doit pratiquement 350 milliards de francs CFA. Il y a plus de 5000 ouvriers qui étaient sur la corniche, qui travaillaient sur les chantiers, qui sont arrêtés. Le chômage a augmenté au Sénégal. L'ANSD a sorti des chiffres en disant que le chômage est passé dans le premier trimestre de 5%. Il est bon de 19 jusqu'à 28 et quelques pourcents. Comment on peut l'expliquer? C'est-à-dire, il y a un mot que j'ai beaucoup aimé, Maître Dabo, l'état des lieux. Moi, je suis convaincu que même si le nouveau pouvoir porte des ruptures, les conséquences ne seraient pas visibles avant 1 ou 2 ans. Merci beaucoup. Voilà, Ça, c'est la vérité. C'est clair. Maintenant, le pouvoir a fait 2 erreurs monumentales. La première est de dire, je vais diminuer les denrées sans savoir l'état des lieux. Quel est le gouffre laissé par Macky Sall? Ça dit, tu ne peux pas augmenter ou diminuer si tu n'as pas
le dossier, les éléments qu'il faut pour dire, on va augmenter, mais dans un an. Parce qu'en général, entre guillemets, quand vient une révolution, on dit, il y a des changements qui s'opèrent, mais c'est à la ceinture de mettre Diamonoï. Mais on a donné l'impression aux uns et aux autres que dès qu'ils prennent le pouvoir, ce sera le paradis au Sénégal. Mais est-ce que ça aussi, c'est pas le talon d'Achille de l'opposition sénégalaise, africaine de façon globale? C'est l'approche. En Europe, quand les gens veulent aller au pouvoir, mais ils s'imprègnent, ils ont des chiffres, ils ont des données, ils le prennent. Quand ils viennent au pouvoir, ils savent la situation à laquelle ils seront confrontés. Si tu ne la connais pas, à mon avis, bon, je ne suis pas un politique, à mon avis, avant de prendre quelques mots, parce qu'ils ont vu que le gouffre est très profond. Mais tu as pris l'engagement, les populations attendent. Pour leur dire, je me suis trompé, ça posait problème. Donc moi je crois, je ne suis ni économiste ni juriste de la trempe de M. Dabo, mais il y a un minimum, l'état des lieux, il faut le faire d'abord. Deuxièmement, dans l'opposition, la communication sur l'immigration a péché par une approche trop partisane. Oui, c'est ça. Ils ont donné le sentiment que tous les fléaux liés à l'immigration ne sont dus qu'à la malgouvernance de Macky Sall. Oui. Et nous, quand on viendra, il faut dire. Oui, Mais or, l'immigration, même quand les pouvoirs en place sont responsables, c'est plus complexe. C'est un problème endémique. Pourquoi? Parce qu'on me dit souvent, oui, tous les peuples ont connu l'immigration. C'est vrai, sauf que quand les Sénégalais et les Africains ont émigré en Europe, c'est l'Europe prospère qui les cherchait. Ouais. Je vous renvoie à la noire de Sémir Ousmane, qui les cherchait. Et ce qui se passe chez nous, c'est quand il y a une influence vers l'Occident, l'Occident a fait aux Africains ce qu'il n'a pas fait aux autres. C'est-à-dire, il les a pourchassés. Or, les Européens, quand ils ont conquis le Far West, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont exterminer les indigènes, les Dakfundekon, après les nègres. Je vous renvoie à Minerai Noir de René Depestre. Donc, ça veut dire quoi? Les immigrés, si c'est naturel, n'ont pas bénéficié de la même compréhension, de la même ouverture qui devait prévaloir au niveau de l'Occident. Donc, si tu as le problème de l'immigration, tu diras oui, Macky Sall est responsable, mais attention, il y a d'autres facteurs. Mais quand tu dis Macky Sall, et s'il quitte, on va régler le problème, les gens vont dire Boto Yangidam. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mesures consistantes qui retiendraient en parler les populations. Et il y a des signes. Mais est-ce que les arrêts des travaux dans le privé peuvent être l'un des facteurs de l'immigration des jeunes, des ouvriers qui étaient dans les chantiers? Ah non, il est évident que c'est un plus, négativement parlant. C'est-à-dire, non seulement vous n'avez pas augmenté le nombre de travailleurs, mais vous diminuez le nombre de travailleurs. Il y a un cas plus douloureux, Alassane. C'est le pêcheur qui va à la mer, mais qui n'a pas plus, il va faire quoi? Il va faire quoi? Mais moi, ce que je veux, c'est que, et je reviens pas à ce que dit Alassane, dans l'opposition, même quand tu y es, il faut travailler. Il faut travailler. C'est dossier. Et je dis, le problème fondamental, c'est quoi aujourd'hui en Afrique? Le problème fondamental, c'est qu'on est dans une économie de rente. La rente du pétrole, la rente de la démocratie. Donc, mais ce Sénégal-là, mais un pays qui a autant de jeunes, autant d'experts, autant de sol arabe, autant d'eau, mais où est-ce qu'il faut? Oui, le Sénégal importe chaque année 1070 milliards de produits alimentaires. Mais ce n'est pas possible. Et la vraie mesure commence par la question de résoudre, comme on dit, pas seulement un slogan, mais l'union d'une. Mais il y a des jeunes métiers qu'on avait encouragés. Ils vont à la vallée. Ils font du riz local. Mais il ne faut pas l'écouler. Oui. Je viens, ou alors, habitude alimentaire, le Dakar a dit, moi, de tchèb, moi, je ne sais pas. Tchèb, réoula. De tchèb, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, sel. Problème d'éducation alimentaire. Pourquoi on est arrivé au riz venant de Sénézou avec la prééquation qui est liée à ça. Même quand tu achètes des oranges faites au Sénégal, avec tout ce qui est la couverture alimentaire, excusez-moi l'expression, on va dire que orange enseignant. On préfère l'orange importé du Maroc, alors que orange enseignant bobo. Mais est-ce que maître d'abord tu pourrais vous amuser à avoir un malade et orange enseignant?
dans la je parle sous de la dame qui est là-bas, à Kanaï. Heureusement que pas un enseignant d'ailleurs. Mais d'abord, la situation économique aujourd'hui. Bon, Le privé qui aujourd'hui a des difficultés dans tous les secteurs, hein? Pas seulement que même de la presse aujourd'hui. Hein? Oui, parce que on le voit, effectivement, on le lit un peu partout, que le secteur privé a des difficultés. Mais quelle est en réalité la cause de ces difficultés, les causes même? Mais est-ce que c'est lié, parce que c'est lié au fait qu'on leur a demandé aujourd'hui de payer des taxes ou on leur a demandé de payer des impôts? Parce que tout ça, ou d'ailleurs par rapport aux emplois, on revient sur les emplois, est-ce que c'est par rapport aux cotisations sociales et ça, je vais m'arrêter sur ça. Alassane, dans un pays comme le Sénégal, il faut voir que c'est un pays très jeune. Il y a les retraités. Les gens oublient que les retraités sont payés sur des cotisations. Absolument. Et le système sénégalais, c'est le système par répartition. Oui. C'est-à-dire que tout le monde cotise. Et donc, plus il y a des cotisants, plus les retraites sont payées. Absolument. Parfois, j'entends des gens qui vont, par exemple, au niveau de là où on paye ça, l'IPRES, on paye effectivement les retraites. On dit, entre guillemets, on ne les a pas payés parce qu'il n'y a pas encore d'argent. Mais c'est pour vous dire que c'est extrêmement important que les gens cotisent. C'est pour sauver le système de retraite, le système par répartition. Mais la solution, ce n'est pas d'élargir l'assiette fiscale justement parce que aux ambulants, mais justement, à l'informel qui ne paye pas les impôts. Mais justement, j'en viens par rapport à cela, parce que pour aider le système de la retraite sénégalaise, parce que nos retraités touchent quand même peu quand même, hein, tous les 3 mois. Et pour élargir cette assiette-là, effectivement, il faut toucher pas mal de personnes. Et là, revient à la communication. C'est-à-dire, il faut communiquer, il faut expliquer aux gens. Même pour cette histoire de l'immigration clandestine, on aurait pu faire un plateau pour expliquer les tenants et les aboutissants par rapport à ça. Les implications, par exemple, au niveau même du pays d'accueil, on peut en parler. Mais moi, je pense qu'on doit toujours expliquer à la population pourquoi, effectivement, les gens doivent cotiser. Pour les entreprises, par exemple, qui sont en difficulté, parce qu'on leur a fait savoir tout simplement, peut-être qu'il faut verser leurs cotisations. Là aussi, je dis, moi, j'appelle les autorités, parce que quand même, c'est un secteur qui est très fragile, parce que le secteur industriel ici, en Afrique, c'est trop fragile. Il faut accompagner ces sociétés-là. Parce que même si ce sont des sociétés qui ont du mal à payer effectivement les taxes et les impôts, il faut mettre en place un système qui va leur permettre effectivement de payer progressivement une stratégie, mais aussi de garder les emplois, parce que quand même, avant, c'est des entreprises qui arrivaient à payer des salaires, mais le seul, comme j'ai entendu souvent, peut-être après à vérifier, on paye des salaires, mais pas les cotisations. Et c'est là où le bas blesse. Donc, je pense que l'État doit faire un effort de communiquer sur ça, sur la façon, effectivement, parce que ça existe partout. Hein. On doit communiquer et même créer, comme ça se fait dans des pays, des structures qui vont aider ces entreprises-là à mettre en place pour que l'aide de l'État vis-à-vis de ces structures-là et même des banques, que l'État puisse faciliter, à la limite même cautionner ces entreprises-là pour obtenir des prêts par rapport effectivement à la situation, parce que l'État, en le faisant, va aider à préserver les emplois, mais aussi à pérenniser ces structures-là, ces entreprises. Et la paix sociale. Et la paix sociale. Oui. Les élections législatives, c'est pour bientôt, le 17. On a vu les listes s'agiter un peu partout. Mais surprise, on apprend que l'ex-président Macky Sall aurait démissionné des 4P en donnant comme argument qu'il est tête de liste au Sénégal. Merci. Bon, je crois que unanimement, on remarque une surprise. Parce qu'on ne s'y attendait pas. Mais c'est dans son droit de conquérir d'une autre manière le pouvoir. C'est dans son droit de secourir son parti.
Maintenant, le problème, au-delà de la surprise, c'est quel discours il va tenir pour remobiliser et pour gagner la confiance des Sénégalais. Pourquoi? Parce que c'est au niveau même de sa propre formation politique, dans sa propre coalition, qu'il y a eu des bandades, qu'il y a eu défection. Donc, avec quel moyen va te regrouper ses camarades et quel discours tenir aussi au Sénégal par rapport au nouveau pouvoir. Mais je crois qu'en soi, c'est pas mauvais. Moi, j'ai juste une curiosité par rapport à ça. Mais je crois que c'est un Sénégalais, il est aussi bon, il est aussi jeune. Il n'a pas l'âge de Wade à l'époque, ou l'âge de Abdou Diouf, ou l'âge de Senghor. Donc, mais ma curiosité, c'est de voir, voilà, le mot, il va se débrouiller pour le faire surface. Effectivement. Mais quelle configuration pour ça? Oui, enfin, quelles sont les nouvelles configurations? Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il prend sur ça, il prend un énorme risque. Parce que quand même, il s'est passé ce qui s'est passé au Sénégal. Et je pense que pour rendre service à son clan, à son parti, il aurait dû s'éclipser pour un moment. Parce que le simple fait que les gens le voient, ils vont se rappeler de ce qui s'est passé. Et en matière politique, c'est pas quelque chose de bien. Et je me souviens de l'exemple de Hollande. Vous vous souvenez? Et il a attendu pratiquement le premier quinquennat de Macron, et là, le deuxième quinquennat pour revenir maintenant pour être député. Et moi, je pense qu'il aurait dû laisser un temps, un tout petit peu, être derrière, même pour aider ses partisans à conquérir, effectivement, à aller à l'Assemblée. Mais je pense que les Sénégalais qui ont voté au mois de mars ne vont pas se dédire en essayant de le porter effectivement au pouvoir. Et je pense qu'il faut avoir une bonne lecture politique de la situation. Peut-être il s'est dit, comme vous dites, il a le droit, hein, il s'est dit, bon, s'il ne le fait pas, peut-être ses partisans ne pourront pas arriver à un certain niveau. Bon, maintenant, il y a la configuration politique, comme vous dites, mais ça va forcément changer. Il y a des gens qui vont, entre guillemets, des partis qui vont disparaître. Il y a des têtes qui ne vont plus revenir au niveau politique. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la configuration politique, elle est là. Et l'élection présidentielle nous a montré que ça va effectivement se redessiner. Aujourd'hui, la configuration, qu'est-ce qu'on peut attendre de la nouvelle configuration politique, vu ce qui se passe au Sénégal? Et la politique au Sénégal, les gens sont très versatiles. Leur vérité de 11h10 n'est jamais celle de 11h11. Oui, mais on aura du taf-yengal jamais vu dans l'histoire du Sénégal. Pourquoi? Parce qu'une coalition, si elle a une base programmatique, on dit on va avec Maître Dabo, sous telle condition, pour telle échéance, ça se comprend. Mais ici, viens avec moi. Tout le monde vient avec toi. Mais quand on gagne les élections, d'abord, avant de gagner, quand on gagne tab. Deuxièmement, mais Alassane va dire, mais maintenant, il n'est que chef de commission telle. Donc, c'est un problème. Donc, ça, comme je l'avais dit, puisque l'espace du pouvoir est conçu par les politiciens comme l'unique espace d'enrichissement, c'est ça. De l'avoir, ils vont se battre. Et je ne crois pas, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de programme, il n'y a rien du tout. Je ne crois pas qu'on progresse. Yeah. Parce que les gens qui y sont, ils ne sont pas sur la base de principe, mais sur la base comme une beurrée, mais après, le butin à partager pose un problème. Donc, comme je l'ai dit quelque part, je ne pense pas que le Sénégal avance sur le plan politique. Non, mais c'est pourquoi il y a alternance, mais il n'y a pas d'alternative. Et je l'ai dit hier, on a les mêmes questions, les mêmes réponses, mais c'est les personnes maintenant qui changent de place. Il y a une rotation. Oui, c'est pourquoi il y a une telle pauvreté au niveau du débat. C'est vrai, le débat politique, parce que des fois vous dites mais c'est extraordinaire, parce que quand vous parce qu'aujourd'hui c'est ça, hein, vous avez raison, parce qu'il y a une volonté pour certains d'avoir cette visibilité là, parce que tout simplement et de s'enrichir. C'est pour s'enrichir, et d'autres pour qu'on les voie et qu'on les appelle, bon, ils sont prêts à tout. Et cette pauvreté dans le débat politique sénégalais, c'est extraordinaire. Les gens, tu les entends jamais débattre économie, tu les entends jamais débattre des problèmes sociaux en tant que tel, aller en profondeur, dire bon voilà notre programme sur les retraites, comment on va faire, voilà notre programme sur le plan de l'emploi, sur l'immigration, sur la sécurité, tout. Il y a une pauvreté hallucinante. Et pourtant, au Sénégal, il y a des experts en tout. Hein. Il y a des experts, il y a des gens qui peuvent débattre sur des problèmes cruciaux qui, aujourd'hui, doivent intéresser des Sénégalais. Mais est-ce qu'on peut régler cette question si on ne règle pas la question de la corruption au Sénégal?
où les gens ils vont dans les partis politiques pour chercher de l'argent. Oui, non, Pour mais piller le pays. Et quand ils pillent le pays, il y a des Sénégalais qui sont comme derrière eux pour les accompagner dans ce pillage. mais justement, c'est pourquoi j'ai dit, très sincèrement, et on doit avoir l'honnêteté aussi de le voir et de le percevoir sur cette nouvelle, le nouveau pouvoir, les autorités. Parce que si j'ai bien compris leur démarche, c'est pour aller contre ce que vous dites aujourd'hui, à savoir la corruption, effectivement, au niveau des partis politiques, au niveau de l'État. Et je trouve que le chemin qu'ils ont pris aujourd'hui, ces gens-là, le pouvoir, le chemin qu'il a pris est extrêmement important pour freiner et pour montrer aux gens, aux Sénégalais, qu'on peut s'enrichir, mais pas au niveau politique, mais pas avec les caisses de l'État. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question beaucoup plus profonde que ça? C'est la question de la famille au Sénégal. La famille qui est malade, où aujourd'hui les politiciens ne viennent pas de la Place de Mars, ils sortent des familles. Les politiciens, ce ne sont pas des Kosovars, ce ne sont pas des Maliens, ce ne sont pas des Irlandais, c'est des Sénégalais qui sortent de nos familles. Est-ce que la façon dont la famille, la corruption s'est installée dans les familles ne fait pas qu'aujourd'hui qu'on vive cette situation? Oui, quelque part, vous avez raison, parce que la famille reste la cellule de base de la société. Et qui est complètement malade. Les mutations qui sont opérées sont d'une envergure telle que la gestion pose problème. Il est évident qu'avec les réseaux sociaux, avec la crise de l'école sénégalaise, avec la question de l'emploi, il est évident que le père de famille lui-même, il perd le nord. Et s'il perd le nord, les enfants ne sont pas bien éduqués. Il est évident que ça sort dans... On en parle tout à l'heure de Maître Dabo. Quand on parle de Yara Akteguin, quel est le lieu où on l'apprenait? C'est pas seulement dans le Dara, mais même en mangeant. Mon ami Alassane, qui est un Ndiobène, aime parler du bol. Justement, le bol, pendant le contenu alimentaire, le bol familial. Le bol familial est le lieu de l'éducation. Socialisation aussi. Comment manger? Je crois que nous en parlons dans notre livre sur le Tchéboudian là. Mais je crois que ça ne passe pas ça. Mais si chacun a son plat, je disais souvent à mes élèves, je disais à mes élèves que on peut donner comme dissertation le plat et le bol. C'est vrai. Le plat individualisé. Alassane, il mange quand il veut, comme il veut, alors que dans le bol, il y a une discipline. C'est vrai. Il y a moins pour manger. Il y a la position des uns et des autres. Je dis autour du bol, on apprend d'ailleurs à respecter des frontières qui, quoique n'étant pas matérielles, n'en sont pas moins réelles. Mais, il y a des lois non écrites, et qui sont plus importantes que les lois écrites, mais et qui sont soumises à la main, au même esprit, l'esprit de partage. Cette situation aujourd'hui que nous vivons, est-ce qu'il faut retravailler les familles? Il faut rééduquer les familles peut-être? Je pense qu'on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle la famille nucléaire. Hein. Attention, au Sénégal, maintenant, on est là-dessus. C'est la famille nucléaire, à savoir que... Mais quelle alternative? Il faut retourner aux fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tellement voulu faire comme l'Occident. Et même l'Occident est en train de retourner vers les fondamentaux. C'est ce qui est extraordinaire. Quand vous allez dans les pays occidentaux, mais ce qui se passe au Sénégal ici, vous ne les verrez pas. Parce qu'ils disent que quand j'entends ce qui se passe là, les familles, mais là-bas, par exemple, de plus en plus, les gens sont avec leur famille. Ouais. Pendant les dimanches, ils se retrouvent en famille. Les fêtes, ils se retrouvent en famille. Mais parfois ici, c'est pas là, c'est pas ça. C'est-à-dire que les gens sont à la limite, oh là là, la famille me fatigue. Je ne vais pas effectivement me retrouver en famille parce qu'ils vont me demander ceci, ils vont me faire ceci. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une famille disloquée. Complètement perdue, oui. Merci infiniment à mes invités. Le temps est très rapidement. Moi, je crois qu'il faut lancer un appel. Oui. Que le Sénégal sache ce qu'ils ont. Un pays stable, c'est un héritage à préserver. Si on voit le CEDEAO, comment ça se passe, si on voit l'ONU, qui vraiment revient à l'image dont parlait De Gaulle, un vrai machin, tout s'effondre. On doit être regardant, être amoureux de ce pays et travailler pour son intérêt. Merci infiniment Alpha Amodoussi, philosophe de formation écrivain. Merci à Maître Cheikh Tidiane Dabo, avocat, conseiller juridique et consultant au cabinet CDD Conseil. À la technique, Amadissi et Charles, le grand monteur. Micro Alassane Samba